On va se pencher sur un système économique qui, pendant plus de 300 ans, a profondément façonné notre monde. Un système bâti sur la traite et le travail forcé. C'est l'histoire du commerce triangulaire et de l'économie de plantation, un véritable moteur de l'histoire mondiale entre le XVIe et le XIXe siècle. Alors, voilà notre feuille de route. On va d'abord comprendre comment ce système est né, ensuite on verra comment il fonctionnait concrètement, on s'arrêtera sur son coût humain évidemment, puis comment il a été démantelé, et enfin, quel héritage il laisse encore aujourd'hui. Alors, comment une machine aussi gigantesque a-t-elle bien pu voir le jour ? Eh bien, ce n'était pas du tout un accident. Tout est parti d'un besoin. Un besoin immense de main-d'œuvre dans les colonies du Nouveau Monde. C'est cette demande qui va littéralement redessiner la carte de 3 continents. Il faut s'imaginer ça. Les colons européens s'emparent de terres immenses. Ils y créent ce qu'on appelle des économies de plantation. C'est un peu comme des usines agricoles à ciel ouvert, entièrement tournées vers des produits comme le sucre ou le tabac. Mais il y a un problème majeur, ils ont les terres, mais pas les bras. Il leur manque une main-d'œuvre colossale pour que tout ça soit rentable. Et c'est ce besoin qui va donner naissance au commerce triangulaire. C'est un circuit en 3 étapes qui va devenir une machine économique d'une efficacité redoutable, mais absolument brutale. Et ce chiffre, il donne le vertige. Il illustre l'échelle industrielle de cette traite humaine. On estime qu'entre 12 et 20 millions d'Africains ont été capturés, déportés de force de l'autre côté de l'Atlantique pour travailler et bien souvent mourir dans ces plantations. Ok, donc on a cette traite humaine. Mais comment est-ce que ça s'intègre dans un système global ? Eh bien tout ça est très structuré, pensé pour l'enrichissement quasi exclusif des puissances européennes. La pièce maîtresse de ce système, c'est ce qu'on appelle le pacte colonial. C'est un arrangement qui va littéralement enfermer les colonies dans une relation de dépendance économique totale avec leur métropole. Pour faire simple, c'est un circuit fermé et à sens unique. Les colonies envoient leurs matières premières à bas prix vers l'Europe et seulement vers l'Europe. En retour, la métropole leur vend des produits finis beaucoup plus chers. Ce système empêche toute forme d'industrialisation dans les colonies et garantit leur dépendance. Bon, on a vu la mécanique économique. Mais maintenant, il faut regarder derrière les chiffres. Parce que derrière, il y a des vies humaines. Quel était le véritable coût de cette création de richesse massive ? Ce graphique est très parlant. Il montre très clairement où allait l'argent. Regardez bien, les 3/4 de tous les revenus générés, 75%, ne restaient même pas dans les colonies. Ils étaient directement aspirés, rapatriés vers l'Europe. Et cette extraction de richesse était si importante qu'en 1760, par exemple, elle représentait jusqu'à 7% de la totalité du revenu national français. 7%, ça peut paraître abstrait, mais pour l'époque, c'est une part absolument colossale de l'économie. Pour les millions de personnes réduites en esclavage, la vie n'était qu'une succession de violences et de privations. Et, ironie de l'histoire, des lois comme le fameux Code noir français ont été créées. Mais attention, leur but n'était pas de protéger les esclaves, mais de les gérer comme une propriété, d'optimiser leur rendement. Malgré cette oppression, la résistance a toujours existé, notamment via le marronnage, la fuite des plantations. Alors, un système aussi puissant, aussi rentable, comment est-ce qu'il s'arrête ? Le 19e siècle est marqué par une grande vague d'abolition, mais on va voir que ça ne s'est pas du tout passé de la même manière partout. Avec la montée des idées abolitionnistes, une question centrale se pose. Et c'est une question qui, aujourd'hui, paraît complètement sidérante. On ne se demandait pas s'il fallait indemniser les millions de personnes qui avaient subi l'esclavage. Non. La vraie question c'était, faut-il dédommager les propriétaires pour la perte de leur propriété humaine ? Et ce tableau, il résume bien les 3 grandes voies qui ont été prises. Au Royaume-Uni, on a décidé que les contribuables paieraient une lourde indemnité aux propriétaires. Pour Haïti, qui venait de gagner son indépendance, la France a forcé la jeune nation à payer elle-même ses anciens maîtres. Et aux États-Unis, comme aucun accord n'a été trouvé, c'est une terrible guerre civile qui a réglé la question dans le sang. Et c'est là que ça devient crucial. Parce que l'abolition de l'esclavage ne met pas fin, loin de là, aux conséquences économiques de ce système. Elles vont continuer de peser pendant très très longtemps. Le cas d'Haïti est sans doute le plus extrême. Après son indépendance, la France lui a imposé une dette absolument colossale. C'était à la fois une punition et une indemnisation pour les anciens colons. Pour donner une idée, la somme équivalait à 300% du revenu national de l'île à l'époque. Et cette dette, ce n'est pas une anecdote. Elle a complètement paralysé l'économie haïtienne pendant plus d'1 siècle. Haïti a fini de la rembourser dans les années 1960. C'est une saignée économique qui contribue directement à expliquer la situation de pauvreté du pays aujourd'hui. L'exemple haïtien nous amène à une réflexion plus large, une thèse défendue par certains historiens. Selon eux, l'immense capital accumulé grâce à l'économie de plantation n'a pas seulement enrichi une poignée de colons, il aurait servi de carburant, de financement essentiel à la révolution industrielle en Europe. Et tout cela nous laisse avec une dernière question, une question de fond.
qui résonne encore aujourd'hui. Finalement, dans quelle mesure les inégalités économiques mondiales actuelles sont-elles encore l'écho de cette histoire ?